Bonjour à tous, bienvenue dans Les Experts. Cette semaine, on revient sur l'actualité avec notamment le monde de la nuit, la question aussi du fameux règlement régional d'urbanisme et puis on abordera aussi les premiers positionnements politiques en vue des élections de 2024. Pour tout cela, on recevra 2 chefs de groupe au Parlement bruxellois et puis à mes côtés pour les interviewer, 2 journalistes, Mariam Benayad, bonjour, bonjour, de la Libre Belgique et Michel Gaillard de PX. Bonjour Stéphanie. On attaque directement avec cette actualité à rebondissement autour du Fuse. La boîte avait dû fermer le 12 janvier dernier. Finalement, elle rouvre ce week-end grâce à des conditions temporaires qui sont assouplies. On est allé sur place jeudi dernier lors des préparatifs. C'est un reportage de Thomas Dufrane, Yannick Van Gensbeek. Après près d'un mois, les équipes sont de retour. Vendredi, les basses résonneront à nouveau sur la piste. Il faut que tout soit prêt, le bar n'attend plus que les fêtards, une réouverture et de l'optimisme, mais il reste un mais. Oui, nous pouvons rouvrir, mais sous certaines conditions. Nous devons respecter un niveau sonore, des heures et des jours d'ouverture. C'est plus strict que ce à quoi on s'attendait. Nous allons ouvrir, nous allons essayer selon ces conditions et nous évaluerons la situation après le week-end pour savoir si nous pourrons rester ouverts ou pas. C'est encore une question. En fait, le club bénéficie d'un délai de 2 ans pour se conformer à toutes les règles bruxelloises en termes de nuisances sonores. Ici, par exemple, l'isolation mesure près d'1 mètre de large, mais ce n'est pas encore assez. Pour se conformer aux règles, il faut aller bien plus loin. Une étude a été commandée, mais l'option d'isoler est balayée. Premièrement, la rénovation coûterait plusieurs centaines de milliers d'euros et nous devrions être fermés plus d'une année, c'est impossible. Ensuite, si on fait les travaux, il n'y a aucune certitude que nous respecterons les normes. Et puis, selon l'étude, la stabilité même de l'immeuble ne pourra pas être garantie. Le cas du Fuse fait du bruit au point que le gouvernement bruxellois s'empare du dossier. Une task force a été créée, pas uniquement pour ce club, mais aussi pour les autres établissements bruxellois, parce que la solution du déménagement du Fuse ne semble pas réjouir grand monde. Voilà, et ce groupe de travail va se pencher sur finalement les conditions d'existence de la vie nocturne dans la capitale. Alors, Mariam Benayad, on a vu le monde politique un peu s'élever comme un seul homme pour soutenir le Fuse. Ça vous a interpellé, ça ? C'est pas si étonnant que ça quand on connaît la renommée de cette boîte. C'est quand même une des plus réputées de Belgique. On sait qu'il y a Daft Punk qui est passé par là, Laurent Garnier, donc des personnalités très connues dans le monde de la musique et dans le monde de la nuit. Donc c'est pas si étonnant que ça. Par contre, ce qui est interpellant, c'est qu'ils réagissent maintenant. Donc il y a eu 5 plaintes, dont 4 qui ont été retirées, une qui a été maintenue, ce qui a donné lieu à toute cette petite bataille qui a été ensuite médiatisée. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on prenne le problème à bras-le-corps maintenant, quand un problème arrive et qu'il y a une fermeture qui est annoncée. C'est un peu dommage. Ouais, Michel Gaillard, vous avez sur BX1 présenté l'émission Versus qui était consacrée justement à ce monde de la nuit et à la situation du Fuse. On voyait Claro, qui est une association qui défend les habitants, était un peu isolée comme ça sur ce plateau par rapport à la situation. Oui, il y a eu un parti pris dans le monde politique pour le Fuse et finalement la clientèle du Fuse au nom du droit à la fête, du droit à l'activité économique. On sait que c'est un secteur qui a beaucoup souffert, le monde de la nuit, pendant les restrictions Covid. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que, y compris sur le plateau, il y a eu un appel à faire changer les règles. Parce que finalement, qu'est-ce qui s'est passé dans le cadre du Fuse ? C'est une administration qui fait appliquer des règles et qui, parce qu'elle fait son travail, des règles qu'elle ne détermine pas, les règles, elles sont décidées par le politique. Eh bien, le monde politique tombe sur l'administration. Alors ça, c'est complètement fou, d'autant que l'argument des politiques qui défendaient le Fuse, c'était de dire oui, mais ça fait longtemps que ça dure, on doit pouvoir se parler. Et si ça fait longtemps que ça dure, et si le politique a un problème avec les règles que l'administration applique, eh bien le politique change les règles. Donc là, il y a quelque chose qui, moi, m'interpelle comme observateur politique dans le fonctionnement d'un État démocratique où un pouvoir de tutelle fait le reproche à un service public de faire son travail correctement. Alors la question, faut-il changer les règles ? Bien, on va la poser à nos 2 invités politiques qui vont nous rejoindre sur le plateau. Il s'agit de Céline Frémaux, des Engagés, et de Ridouane Chahit, du PS. Bonjour à tous les 2, bienvenue parmi nous. Alors, on va vous poser cette question. Le Fuse, on a appliqué des règles. Finalement, tout le monde se dit, il faut changer ces règles-là. Est-ce que c'est votre réflexion, Ridouane Chahit ?
Alors, je ne sais pas s'il faut changer les règles. En même temps, les règles permettaient de laisser apparemment le fuse ouvert puisqu'il a réouvert. Donc, on aurait pu, je dirais déjà à ce moment-là, mettre en place une solution provisoire. Ceci étant dit, je pense que ce qui est une bonne nouvelle en soi, c'est qu'il y ait une réflexion qui soit faite sur le monde de la nuit de manière générale. Le monde de la nuit qui se trouve dans parfois des quartiers où il y a des habitants, des riverains qui soit ne partagent pas les mêmes... je dirais les mêmes envies que d'avoir des boîtes de nuit dans leur quartier. Et donc, il faut pouvoir trouver une solution qui concilie tant la vie économique de ces boîtes de nuit que la tranquillité des riverains. C'est une situation qui se développe de plus en plus dans plusieurs quartiers à Bruxelles, dans ma commune aussi d'ailleurs, où ça devient de plus en plus difficile de concilier ces deux acteurs. Vous seriez sur la même longueur d'onde que Philippe Claus, si vous aviez ça dans votre commune à Evere? Oui, avec certaines conditions. Moi, là où je suis un peu d'accord avec Michel, c'est que dire qu'on doit absolument laisser ouvert parce qu'il faut laisser le monde de la nuit vivre et que ça fait 30 ans, pour moi, ce n'est pas un argument. Je pense qu'on aurait pu aussi, depuis 30 ans, faire en sorte que les choses évoluent et adapter les règles pour permettre à des institutions comme le Fuse de pouvoir rester. Si eux-mêmes disent que faire ce genre d'investissement ne va pas de toute façon leur permettre de rester, voilà, alors on aurait dû trouver une solution pour eux il y a longtemps, en fait, tout simplement. Céline Frémaux, sur les règles, il faut les changer? Vous adressez une ancienne ministre de l'Environnement qui a initié le plan bruit. Il faut rappeler que la question du bruit est une question liée aussi à la question de la santé publique. Donc il y a des règles, il y a des arrêtés bruit, il y a un travail qui a été fait d'ailleurs en partie avec le monde de la nuit il y a plusieurs années pour encourager toute une série d'investissements. Donc on reste aussi dans un état de droit, donc vous ne demanderez pas s'il faut changer les règles comme ça, en tout cas de façon abrupte, ça n'a aucun sens. La vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est comment faire coexister quelque chose qui est une dimension culturelle avec des aspects économiques qui a trait au monde de la nuit, qui a trait à la question de la jeunesse, et puis l'aménagement du territoire, la question du droit de l'environnement, dans une capitale aujourd'hui à Bruxelles. Donc il y a une question de juste équilibre à trouver entre l'aspect culturel, l'aspect santé environnementale. J'entends que le gouvernement a mis en place une task force qui va réfléchir en fait à court terme, moyen terme et long terme. Et je crois qu'en fait il est assez important, voire urgent, de dégager toute une série de premières pistes pour que ne se reproduisent pas en fait des messages qui ne seraient pas totalement justes, c'est-à-dire en fait le monde de la nuit n'est pas bienvenu à Bruxelles, ce qui est faux, mais en même temps, effectivement, il y a des respects des règles à avoir et on ne peut pas du jour au lendemain considérer, passez-moi l'expression, que c'est open bar en matière de bruit partout dans la ville. Donc ça nous oblige à penser la question de l'équilibre entre l'aménagement du territoire, la place des acteurs culturels et économiques. Et j'espère que la task force va venir très rapidement avec des solutions. Oui, parce que je suppose que quand on met un niveau, une norme de bruit, c'est qu'on s'est basé sur... On ne décide pas comme ça de manière abstraite. On s'est basé sur des études et sur un niveau qui est acceptable pour les gens. Il y a eu un travail qui a été fait dans ce cadre-là, dans le cadre notamment du plan bruit, avec toute une série d'experts, notamment des ORL, par rapport à la question du bruit. Et on voyait d'ailleurs dans votre reportage une affiche avec ces écouteurs qui était la campagne initiée il y a quelques années. Donc ce n'est pas, entre guillemets, tombé du ciel. Ça a été travaillé en matière de santé, d'environnement. Maintenant, on voit qu'il y a une situation qui va être de façon provisoirement aménagée. Ce qui est important à terme, c'est de voir se dégager des pistes de solutions avec les acteurs de part et d'autre. Mariam Benaya. Oui, mais c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'il faut dégager des compromis. Moi, je reviens sur ce que j'ai dit initialement, c'est-à-dire que c'est dommage qu'il faut que l'affaire entre guillemets du Fuse éclate pour qu'on se rende compte qu'il y ait des lieux culturels et des lieux de fête et de vie qui sont ancrés dans le cœur de Bruxelles, parce que le Fuse, c'est rue Blaz, on est en plein dans les Marolles, et c'est quand même depuis 1994 que c'est ouvert, donc on n'a pas découvert la semaine dernière qu'il y avait un problème de bruit. L'équilibre santé et vie culturelle ou vie économique, il doit évidemment être maintenu, mais j'ai parfois l'impression que certains découvrent que le Fuse existait. Alors on parle beaucoup du Fuse parce que c'est le cas concret maintenant, mais il y a énormément d'autres établissements. Alors j'ai pas envie que la solution demain, ça soit de dire bon, on renvoie tout le monde en périphérie. Je pense pas que les jeunes aient spécialement envie de se retrouver, surtout les jeunes filles. Moi, j'ai pas spécialement envie de me retrouver dans un lieu festif à 3-4 heures du matin en dehors de Bruxelles, ne sachant pas comment je vais rentrer, si je vais rentrer, dans quelles conditions. Donc il y a toutes ces choses qu'il faut prendre en considération aussi, de manière beaucoup plus large, partir du cas Fuse et voir beaucoup plus largement comment on peut combiner les deux, au-delà du compromis qui est
pour 1 voire 2 années, pas plus. Pas plus, en fait. Mais est-ce qu'il faut spécialiser un endroit de la ville pour la fête? On parlait du quartier nord, par exemple. Non, ça je pense pas. Je pense qu'il faut pouvoir mettre des règles applicables sur l'ensemble de la région et laisser au monde de la nuit la possibilité de se diversifier dans toutes les communes. Il ne faut pas, je pense, commencer à avoir des ghettos de boîtes de nuit à gauche et à droite. Ça, je ne crois pas que ce soit une bonne idée, mais je pense effectivement qu'il faut pouvoir adapter les règles pour leur permettre de s'installer et viser large, parce que ce qui pose problème, c'est le fait que la boîte de nuit émet des sons qui sont des sons parfois importants, mais ce qui pose aussi problème, c'est ce qui se passe en dehors de la boîte de nuit, quand les gens sortent de la boîte de nuit et qu'à ce moment-là, il faut faire de la gestion de la voirie publique. Et donc là, c'est aussi un problème, puisque quand vous avez des gens qui restent à 3-4 heures du matin en dessous des fenêtres, des gens qui dorment, c'est aussi un problème qu'il faut pouvoir résoudre. Oui. Et sur l'argument qui est de dire la boîte de nuit est là depuis très longtemps, ceux qui se sont mis autour le savaient bien, premier arrivé finalement est celui qui a le droit. Qu'est-ce que vous répondez, vous, Céline Frémont? Écoutez, ça, je crois que ça devient à un certain moment des arguments qui ne doivent pas rentrer dans des considérations d'un gouvernement et à la limite un législateur qui va devoir prendre de la hauteur, de se dire de quoi est-ce qu'on parle. On parle de l'aménagement du territoire, d'impératifs en matière de santé, d'environnement. Alors vous allez avoir le même réflexe que pour la question du survol de Bruxelles, en disant que vous ne devez jamais aller acheter à Evere et à Saint-Pierre parce que vous saviez bien que les avions allaient passer. Non, aujourd'hui, on voit très bien dans quel scope de discussion on est. On est sur des aspects santé, on est sur des aspects environnement, aménagement du territoire, vision de la ville, conciliation d'intérêts et d'impératifs. On ne part pas de rien. Hein. Je veux le rappeler, il y a un travail très important qui a été fait avec Bruxelles Environnement que j'ai initié à l'époque et à ce plan bruit. Je pense qu'il y a moyen de dégager des solutions à court et moyen terme. On ne va pas non plus rentrer, permettez-moi une image qui pourrait être prête à faire sourire, à dire toutes les boîtes de nuit vont déménager au parking C du ESL parce que tout compte fait, on n'a pas fait le stade. Donc comme ça, on va concentrer tout le monde en périphérie. Allez, une piste de solution là peut-être. Je ne voudrais pas en donner une qui soit à mon avis complètement irréalisable. À tout le moins, à un certain moment, on sait que c'est pas la ville dont on veut non plus. Mais on doit respecter des impératifs et un système. Il y a aujourd'hui un état de droit, il y a des règles, il y a une administration qui fait son travail, il y a une solution provisoire, il y a des acteurs. L'administration ne pourra jamais faire tout à fait son travail si à un moment donné, le politique qui a la tutelle sur elle change les règles et se positionne et parfois la dédie, voire la condamne en fonction de l'actualité ou de la popularité de tel ou tel positionnement. Parce que c'est ça qui est interpellant dans l'affaire dite du Fuse, c'est qu'on a un ministre qui critique son administration pour avoir appliqué des règles qui dépendent de lui-même. Est-ce que vous auriez fait ça, vous, quand vous étiez ministre de l'Environnement ? Je ne pense pas que je l'aurais fait, mais chacun fait ce qu'il veut. Par contre, ce que j'aurais fait, c'est d'essayer d'avoir à tout le moins un dialogue qui était initié, parce que j'imagine qu'au moment où la plainte a été déposée, on sentait bien qu'il y avait ça remonte une difficulté. Au cabinet du ministre, quand une administration décide, par exemple, de fermer un endroit qui est emblématique, est-ce que le cabinet du ministre et le ministre sont au courant ou pas ? qu'à un certain moment, l'administration fait part du fait qu'il se retrouve avec un contentieux qui est en train d'arriver. J'imagine que ce n'est pas tombé du ciel. Tout le monde n'a pas appris sur Twitter que le Fuse allait fermer parce qu'il y a une pétition qui a recueilli 17 000 signatures en quelques heures aussi. Alors, je voudrais juste quand même dire mon impression. Donc moi, j'entends bien que la question du Fuse est quelque chose d'important pour beaucoup de Bruxellois. Mais objectivement, non, mais ça a mobilisé quand même beaucoup d'énergie. J'ai vu énormément de ministres s'émouvoir à la seconde, en fait, du Fuse. Alors, c'est effectivement un problème. Il faut trouver une solution et une task force qui va être menée. Mais j'aimerais parfois aussi que tout le monde réagisse aussi vite, aussi promptement par rapport à une série d'autres problématiques. Personnellement, alors je suis peut-être une has-been, je suis peut-être très très vieille, mais je me sens peut-être parfois plus interpellée par la situation de toute une série de sans-papiers. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement en tant que tel, autour du petit château, que de voir une pétition... Ou au Palais des Droits. Voilà, ou au Palais des Droits, à Scarbeck, que le Fuse qui a pris une place démentielle, et loin de moi, vraiment je le dis, de considérer que ce n'est pas une problématique, qu'il ne faut pas la solutionner. Mais à titre personnel, parfois j'ai des indignations qui sont peut-être plus différentes. Alors, une chose à préciser quand même, c'est qu'au Parlement bruxellois, vous êtes tous les deux. Il va y avoir une commission dont le nom m'échappe, mais qui délibérative, merci, qui mélange les citoyens et les députés sur la question du bruit. Au début, ça devait être sur le bruit, notamment des motos, bruit, suite à une demande qui avait été faite par les citoyens, et qu'on y rajoutera cette dimension du monde de la nuit
Mais ça, ce sera mis en place plus tard. On y reviendra donc en temps utile. Alors, puisqu'on parlait de réglementation, on va enchaîner avec le fameux règlement régional d'urbanisme, qui ne fait pas vraiment l'unanimité au sein du monde politique. C'est un texte qui remonte à 2007. Pour l'instant, il a été approuvé en première lecture au gouvernement bruxellois, soumis à une enquête publique qui s'est terminée il y a une semaine. Et puis jeudi soir, le conseil communal de Berchem-Saint-Agathe a voté une motion avec la majorité et l'opposition contre ce projet, car il pose des problèmes à la commune. On écoute le bourgmestre. Avec le nouveau RRU, la largeur de la voirie devrait être de 6,20 m. Si on compte que les trottoirs doivent être de 2 mètres de chaque côté et qu'en plus dans toutes les rues on devra avoir un dispositif physique pour une piste cyclable, on va devoir supprimer du stationnement quand c'est possible. Et donc la conséquence concrète pour cette rue, c'est que le bus, et on a un bus 20 de la STIP qui passe, ne pourra plus passer dans cette rue. C'est un gros problème. Aujourd'hui, les intérieurs d'îlots, comme on le voit derrière, ce sont des cours ou des jardins. Ce projet va encourager demain la construction, ce qui veut dire que ici derrière moi, nous avons un premier terrain, nous avons un terrain à bâtir. Il y a un projet qui va se construire 2 maisons. Ça permettrait de construire non seulement cette maison, mais derrière, de construire un bâtiment. Ce qui est un problème pour la qualité de nos espaces verts, pour l'intimité de tous les riverains qui vivent autour de cet intérieur d'îlot. Voilà, alors Michel Gaillard, c'est ici la première réaction d'une commune. Il y a déjà une série de réactions du monde associatif par rapport à ça. C'est un enjeu important quand même, le RRU. Mais oui, et donc ce qui est intéressant quand on regarde ce texte-là, c'est qu'on a parfois un peu l'impression que les politiques discutent de trucs qui échappent à tout le monde. Mais non, c'est très concret. Donc derrière ce gros règlement, ce texte qui sera certainement indigeste pour beaucoup de monde, va se cacher, se traduire nos quartiers, nos rues, ce qu'on peut faire, il le dit, la largeur des trottoirs, l'espace pour faire du vélo, pour aller à pied ou en voiture au travail, ou pour se déplacer quand on travaille. Et donc, premier constat, il y a un cadre, et ce cadre, il est critiquable. Ici, vous l'avez dit, une commune monte au créneau, mais on s'attend à ce que d'autres le fassent, et donc ça montre qu'il n'y a pas toujours une unanimité, et que derrière certains règlements, qui peuvent paraître comme ça un peu obscurs, il y a des choses très concrètes, et il y a un vrai débat au sens politique, je dirais, noble du terme. Ce qui est interpellant ici aussi, c'est qu'on va voir que peut-être on va avoir des coalitions, entre guillemets, différentes. À Berchem, ce qui est intéressant, c'est que c'est tous les partis confondus qui disent « on ne veut pas de ça ». Donc il y a aussi des partis de la majorité régionale. Alors je me tourne vers une élue ucloise, vers un mandataire même éverrois. Est-ce que dans vos communes, vous êtes prêts à ce que la région vous dicte la largeur des trottoirs, la largeur des voiries, l'aménagement finalement des quartiers? Monsieur le bourgmestre des Verts. Mais donc, ma question est simple. Est-ce que vous êtes prêts, oui ou non? Est-ce que la région vous dicte ça? Donc, nous sommes en train de finaliser notre avis ailleurs, et donc en charge de l'urbanisme, puisque je suis aussi échevin d'urbanisme, nous allons remettre un avis qui sera très mitigé et très critique, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on estime que le plan qui nous est présenté aujourd'hui est un plan qui est flou, imprécis, et qui n'édicte pas les normes telles qu'il devrait les édicter. En urbanisme, pour que les choses soient claires, quand vous êtes en commission d'urbanisme, avec des citoyens en face de vous, vous ne pouvez pas leur dire « ça doit être à peu près 2 mètres carrés, ça doit être à peu près 3 mètres cubes ». Non, il faut des règles claires. Il faut que les gens sachent clairement que s'ils font une extension, que s'ils font à un moment donné un projet, quel qu'il soit, que les normes soient clairement édictées dans le RRU. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, il y a un flou total. Ce qui m'amène moi à dire, et c'est la conclusion qu'on a eue avec mes services, c'est de dire que les gens qui ont conçu ce règlement sont des gens qui ne connaissent pas Bruxelles, qui n'habitent pas Bruxelles et qui ne connaissent pas la réalité de terrain. Voilà. Et si c'est un peu comme d'autres projets qui sont présentés par des ministres, à chaque fois on leur dit envoyez vos bureaux d'études que vous payez très cher parfois, envoyez-les comme observateurs dans des communes. Prenez la commune la plus radicale en matière d'urbanisme et prenez celle la plus souple et faites un mix des deux et là vous aurez un règlement régional d'urbanisme qui sera conforme à la réalité. Aujourd'hui, tout le monde est contre ce plan régional, ce règlement régional d'urbanisme, que ce soit les experts, les architectes, que ce soit les citoyens, que ce soit les associations, que ce soit les communes.
Il n'y a personne, et je ne parle même pas du volet de stationnement, je n'ai même pas encore évoqué ce volet-là. Dans le règlement, on évoque l'interdiction du parking en épi. Vous voulez... Voilà. Les voitures devraient être alignées au trottoir, mais donc on interdit purement et simplement le stationnement en épi. Dans des communes comme Kuckelberg, où 70% du stationnement est en épi. Comment est-ce que vous faites ? Céline Frémont, on vous voit dire oui, 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 quasiment à chaque phrase de Ridwan Chaït. C'était mal conçu, pas pour les Bruxellois ? Je vais d'abord rappeler un préalable à mon expression. C'était nécessaire. Vous l'avez évoqué vous-même. Les textes sont obsolètes, tellement adaptés à la réalité, et le monde a changé. Il y a toute une série d'impératifs qui doivent être conciliés. J'ai assisté à la présentation du RRU la semaine passée par le secrétaire d'État en commission. Pascal Smet. Je dirais qu'on a un très beau document avec une vision moderne, des objectifs généraux. On a une véritable faiblesse, en fait, au niveau de ce qui nous a été présenté. C'est l'absence de lignes claires et juridiquement solides. Et j'ai insisté auprès de Pascal Smet en disant si la réforme est nécessaire, la réforme doit être lisible. Ce n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Pour moi, il n'y a pas de lisibilité. Et il y a un vrai problème sur la question de la participation. Il y a des ratés. L'enquête publique était prévue entre le 12 décembre et le 20 janvier. Pour finir, elle va s'étendre. C'est quand même pas très malin d'aller faire une enquête publique au moment des fêtes de Noël, excusez-moi. La deuxième chose, c'est pour ça que je hochais de la tête positivement quand Ridwan Chaït évoquait la question, c'est que si vous regardez qui a participé, en fait, notamment à l'élaboration, au brainstorming, c'est un comité d'experts. Ce sont des très bons experts, je le dis. Franchement, je le dis, je le pense, c'est des personnes qui sont extrêmement qualifiées. Mais ça fait très réflexion de l'entre-soi. Et donc, pour moi, il y a une vraie difficulté, c'est qu'on a besoin d'avoir des retours qui sont des retours de terrain, de citoyens, de l'associatif. Alors, vous dire, OK, l'enquête publique va servir à ça. Mais on ne sent pas, en fait, derrière une vision, une approche pratique, pragmatique des choses. Et le résultat des courses, en fait, c'est que l'opposition, qu'on sent arriver un peu comme Good Move dans une autre configuration, elle va retarder ce texte. Et moi, je vois simplement le calendrier. Je ne sais pas comment on va arriver, en fait, à une modification des textes avant mai 2024. Et donc, en fait, on aura perdu du temps. Et par ailleurs, si vous voulez faire implémenter cette réforme, c'est pas au bourgmestre, je dois le dire, il faut des budgets. Il faut des budgets pour l'administration en termes de personnel, que ce soit sur le plan régional ou que ce soit sur le plan local. Parce que cette réforme, elle ne va pas être digérée en 2 secondes 30. Il va falloir expliciter le pourquoi du comment. Et je vous évite aussi tout le côté recours qu'il peut avoir aussi. Donc je trouve que c'est très tardif comme processus, mais je continue à dire, parce qu'il faut être honnête, que c'est indispensable et nécessaire. Mais elle doit être lisible, elle doit être participative. Vous soulignez donc encore une fois la question de la participation des citoyens. C'est quelque chose qu'on voit revenir très régulièrement dans les dossiers. On a parlé de Good Move, mais il y en a beaucoup d'autres où finalement ça pose question. Mariam Benayed. Mais justement, c'est un des points. Alors moi, par principe, je ne vais jamais dire que je suis d'accord, mais je suis d'accord quand même, puisque en tant que bruxelloise, moi, parfois j'ai l'impression que je découvre des trucs qui se passent dans ma ville et j'étais même pas au courant. Et donc ça démontre aussi, en plus d'être journaliste, ça démontre aussi le manque de visibilité, de transparence d'un projet aussi important qui concerne les Bruxellois. Alors on a fait le parallèle avec Good Move, là on parle de Good Living. Alors qu'on soit bien clair, moi sur le principe, je suis entièrement d'accord. Il faut donner un visage nouveau à Bruxelles, mais il faut que les Bruxellois participent. Et là, on va nous pondre un truc où même les mandataires politiques sont pas partants. Donc je vois même pas comment, en termes de participation, ça ne va pas, en termes de transparence, ça ne va pas. Alors on va faire quoi? Comme pour le Fuse et comme pour le Covid et comme pour d'autres trucs, on va faire une task force qui va aboutir en 2032. Et enfin, je comprends pas en fait, ça ne va pas. Est-ce que c'est propre à une certaine façon de faire de la politique? Vous avez bien connu Pascal Smet, vous avez été ministre à côté de lui au gouvernement, on lui reprochait de créer des pistes cyclables, en veux-tu en voilà, d'avancer au forceps. Est-ce que vous qui le connaissez bien, vous pourriez enquiquiner là-dessus au Parlement en disant mais enfin Pascal, tu dois intégrer que dans ta vision politique, tu dois plus écouter les citoyens? Il y a parfois ça dans le chef de quelqu'un qui n'est pas un élu, il n'est même plus élu local aujourd'hui. Alors, si la question de savoir si je peux l'enquiquiner, c'est que je l'ai fait il y a quelques jours en commission d'aménagement du territoire. Et donc, je lui ai dit franchement ce que j'en pensais. Je vous l'ai dit, je pense qu'il y a des accents très modernes qui sont très justes par rapport à toute une série d'options qui sont les nôtres, de conciliation, d'impératifs environnementaux, la question climatique et autres. Mais il y a une absence de practicabilité aujourd'hui de la réforme. Vous avez évoqué l'ordre des architectes, et ce n'est pas que, par ailleurs, des comités de quartier, interenvironnement. Et donc, cette absence de ligne claire, et surtout, moi, ce qui me perturbe, parce que j'ai quand même aussi ma petite casquette juriste, c'est je ne vois pas juridiquement la question des bases et comment tout ça va s'articuler. Et donc, je crois vraiment que cette réforme, telle qu'elle est aujourd'hui sur les bancs du gouvernement, telle qu'elle nous a été présentée au Parlement, et Pascal Smet aura l'occasion lundi prochain de réagir,
qu'elle arrive un an trop tard, en réalité, pour être rectifiée et entrer en vigueur. Parce qu'elle va nécessiter du temps pour être déployée, de l'argent pour être déployée, elle doit être comprise, et que là, on n'y est pas. Il y a quelque chose qui ne matche pas entre quelque chose qui est très beau sur papier, qui a du sens, plein d'aspects, mais qui va être impraticable sur le terrain, avec beaucoup d'inquiétudes sur la question des gabarits mais aussi. Vous dites qu'elle arrive en retard, vous n'avez pas l'impression que c'est aussi trop tôt, que le projet n'est pas abouti pour déjà avancer? Les rues, il y a des démarrages qui ont été opérés sous la législature précédente. Et donc là, à chaque fois, je pense que refaire avec des comités d'experts pour 15 fois le tour de table et être sûr que le document est le plus up-to-date à un certain moment, sans inclure ceux qui en première ligne vont être sollicités par les citoyens. Vous avez évoqué Interenvironnement Bruxelles. Il y a des acteurs effectivement qui disent nous on ne se sent pas dans une démarche d'inclusion par rapport à ce qu'on a apporté. Alors c'est toujours compliqué quand on est en charge d'un dossier de trouver le juste équilibre. Vous avez forcément votre vision, mais vous devez écouter les uns les autres. Un ministre peut à un moment donné, un ministre régional peut imposer une vision au niveau de la région. C'est pas anormal. Ça, je ne sais pas si le mot imposer est une bonne chose. Vous pouvez avoir votre vision, votre conviction, mais faire une réforme contre les uns et les autres, ce n'est jamais bon. J'ai fait pour ma part la zone de basse émission, on a mis 2 ans à la déployer, on l'a annoncé, on l'a travaillé, et on a fait, elle a été critiquée en disant mais vers quoi est-ce qu'on va? On l'a mise en place progressivement, on l'a fait aussi rentrer progressivement dans une vision de ville sans brutalité. Et le risque aujourd'hui, comme Good Move, comme Good Living, c'est tous les good, c'est la question de est-ce que les règles qui vont être éditées ne vont pas être considérées comme trop brutales? Et la première ligne, c'est-à-dire les pouvoirs locaux, vont se retrouver dans un casse-tête pas possible. Donc, s'il y a quel lieu de faire encore quelque chose, je pense que la question de la concertation est fondamentale. Pour répondre à votre question, à l'heure actuelle, dans la génération dans laquelle on vit, un ministre ou un mandataire public qui impose est un mandataire public qui se plante. Point à la ligne. Et un mandataire public est un mandataire qui sait se remettre en question. Et si on prend un exemple concret, on interdit la publicité sur l'espace public dans les espaces privatifs, on va dire ça plus comme ça. Pascal Smet est celui qui a autorisé Decaux à placer 1800 espaces publicitaires sur Bruxelles. Okay, qu'est-ce qu'on fait de ces 1800 espaces publicitaires? Est-ce que ça veut dire qu'on les retire? Du coup, la conséquence, qu'est-ce qu'on fait des recettes communales? Dans une commune comme la mienne, c'est plus ou moins 150 000 € de recettes en moins. Chez moi, à la ville de Bruxelles, on parle de 2 millions, Scarbeck, on parle aussi de 2 millions. Donc, ça veut dire que c'est des rentrées pour des communes qui ne pourront plus servir à faire de réelles politiques sociales, environnementales et autres. Et donc tout ça, ça n'a pas été réfléchi. Et donc oui, le problème parfois de Pascal Smet, c'est qu'il estime qu'il peut faire le bonheur des autres à la place des autres. Ça, c'est une grande erreur, surtout à Bruxelles. Voilà. Et que quand on sait que la région et les communes se touchent, je dirais de très près sur quasi toutes les compétences, c'est dans son intérêt, s'il veut que sa réforme fonctionne, qu'il travaille en concertation avec les communes, et pas seulement avec les associations. On a parlé d'interenvironnement, on peut parler de l'ARO, on peut parler des comités de quartier. On peut parler... Aujourd'hui, quand vous faites vous avez un contrat de quartier, vous êtes dans l'obligation de mettre en place un comité d'accompagnement avec des associations. Pourquoi? Et qui ont du poids pour tenir compte de leur avis. Parce que vous pouvez avoir le vôtre en tant que mandataire public, mais si vous le réalisez et que vous avez 70% des citoyens qui sont contre vous, en réalité, c'est un échec. Eh bien, Pascal Smet pourra répondre à ces critiques-là dans l'interview dans la matinale de BX1 lundi prochain. Il sera l'invité de Fabrice Grosfilet. Oui, il aura du boulot. Il y aura pas mal de questions à lui poser. Alors, on va enchaîner justement avec l'approche des élections. Quand on lit la presse cette semaine, on voit qu'il y a pas mal de choses qui commencent à se mettre en place à gauche et à droite. Alors, il y avait cet article qui annonçait une réunion secrète des partis francophones bruxellois dans un excellent journal, hein. Réunion secrète. Alors, pourquoi secrète? Céline Frémont, on vous voit. Pourquoi secrète cette réunion? Pourquoi secrète, Madame Frémont? D'abord, ce sont des contacts informels. Et je pense qu'il n'y a rien d'anormal à avoir des contacts informels. Quand on ne le fait pas, on considère qu'on est des lapins de 6 semaines. Et quand on le fait, ça devient tout de suite... des réunions de la secte du Temple solaire. Donc je rassure tout le monde, je pense qu'il est indispensable à un certain moment que les francophones se parlent. On sait qu'en 2024, il y a une potentielle réforme de l'État qui se profile. D'ailleurs, il y a quand même des ministres fédéraux qui en ont les titres et les fonctions pour mener ces réformes institutionnelles. Et en tout cas, au sein de ma formation politique, le manifeste des engagés est clair. Il y a une demande de refédéralisation de certaines compétences, que ce soit en climat ou en santé, ou à tout le moins un rôle de chef d'orchestre du fédéral. Il y a aussi la question du maintien de la solidarité au niveau francophone entre Bruxellois
et wallons, avec des renforcements de synergie, certes, des doubles casquettes ministérielles au niveau de la gouvernance, et une simplification et une rationalisation du paysage de la gouvernance bruxelloise. Est-ce que c'est anormal qu'on se parle? Je pense que non. Je pense que c'est le contraire qui serait inquiétant. Est-ce que vous arrivez à déjà des premières mises en commun, un premier accord par rapport à ce que vous allez revendiquer comme positionnement? Je n'ai pas l'habitude de commenter au-delà de ce que je viens de vous faire. Mariam Benayoun. Moi, je trouve que c'est pas malsain, effectivement, de se retrouver entre partis francophones ou entre partis tout court, alors que ce soit des réunions informelles ou des réunions très formelles, ça, c'est pas à moi de dire, mais c'est pas malsain, et peut-être que même au niveau fédéral, il faudrait songer à ce type de réunion quand on sait que la question, elle est éminemment présente, et on peut pas faire comme si elle n'existait pas non plus. Et donc, oui, après, pour dire quoi, peut-être qu'il faudrait aussi un minimum de transparence dans l'après. Je sais qu'il y a d'autres réunions qui sont prévues. Peut-être qu'il faudra à un moment donné commenter, ne serait-ce qu'un minimum, pour qu'on sache aussi, les citoyens, vers quoi on va. Parce que c'est des réunions qui les concernent aussi. Et pas parce que les journalistes, ça les intéresse, mais parce que les citoyens, ça les intéresse aussi, quoi. Donc, je ne suis pas particulièrement gênée par ce type de réunion. Mais... Le PTB en était pas? Pourquoi? Parce qu'on travaille avec des partis qui veulent gouverner et qui veulent changer les choses, que ce soit à Bruxelles ou ailleurs. Le PTB dit depuis le début qu'il n'a pas vocation à gouverner, qu'il ne veut pas faire évoluer la vie des gens, améliorer la vie des gens. Donc on ne va pas c'est ce que les autres partis disent du PTB. Non. Eux disent qu'ils veulent bien gouverner ils peuvent revoir les accords européens et une taxation sur D'ailleurs, ça m'étonne de vous. Vous êtes un journaliste très attentif. Mais oui, et donc moi, quand je les interroge, ils me disent on est prêt à gouverner la semaine passée, d'ailleurs, Raoul Edebo a dit clairement qu'il n'était pas prêt à monter ni dans un gouvernement régional, ni dans un gouvernement fédéral. Ce qu'ils appellent les dogmes européens. Ça a été très clair. Oui, qu'à Bruxelles, on n'a pas les moyens oui. C'est comme si je disais, je ne monte pas dans un gouvernement si on ne met pas en œuvre 100% de l'accord du programme du Parti socialiste. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut être cohérent avec soi-même. On vit dans une société où on a des partenariats, on a des compromis à faire. Il faut savoir aller vers l'autre. Le PTB n'est pas en mesure de le faire. Voilà, point à la ligne. Donc, nous travaillons avec des partis qui veulent effectivement travailler pour les Bruxellois. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, comme on vient de le dire, effectivement, je rappelle qu'il y a quelques mois de ça, Sven Gatz avait sorti une étude sur l'avenir de Bruxelles, sur l'avenir des finances bruxellois. Qu'est-ce qui pourrait devenir de Bruxelles dans le cadre d'une 7e réforme de l'État? Donc il n'était pas anormal que dans un premier temps, après des contacts informels d'ailleurs qu'il y a eu en bilatéral avec les Flamands, qu'Ahmed Lawège réunisse les partis francophones pour d'abord discuter effectivement de la situation de la COCOF, puisque c'est intra-francophone, et puis de la place des Bruxellois au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Quelle place avons-nous? Comment voulons-nous évoluer par rapport à d'autres qui veulent dissoudre la Fédération Wallonie-Bruxelles, ce qui n'est pas notre volonté. Et donc qu'on puisse travailler et parler ensemble de comment on voit les choses, ça ne me paraît pas anormal. Après, on a des contacts avec les néerlandophones, que ce soit au Parlement ou ailleurs, sur un certain nombre de dossiers. Donc voilà. Les néerlandophones, dans un second temps, Céline Frémaux, on rediscute avec eux? Moi, je ne suis pas celle qui invite par ailleurs. Je suis invitée et je viens oui, mais vous pouvez discuter en votre toute avis. confidentialité. Oui. Alors ça ne veut pas si vous n'avez pas vos chapitres en disant on peut inviter un tel ou une telle. Écoutez, je pense que là, le plus important, à mon avis, à ce stade, c'est de bien regarder quels sont nos positionnements, ce qui nous fait converger. C'était médiatisé et on n'avait pas un PV, mais on pouvait aller, en tout cas, à l'entrée, à la sortie, vous donnera alors on appelait ça les réunions du front des francophones. C'est comme ça que Didier Reynders l'appelait. Et puis on en a moins parlé. Je ne et pense donc pas ici, que vous avez été invité aux réunions des fronts des francophones en 2000. La presse était invitée après 2007, de 2007 à 2009. Didier Reynders aimait inviter la presse à l'arrivée et à la sortie des réunions du front des francophones qu'il faisait son ministère. Chacun sa méthode. Voilà. Chacun sa méthode. Comment ça se passe au niveau du gouvernement bruxellois entre PS et Écolo? Parce qu'on a l'impression que ça frotte de plus en plus. Est-ce que le site Josaphat, on va aboutir à quelque chose d'ici la fin de la législature ou c'est mort? Alors, j'ose espérer qu'on va aboutir. Je pense que là, il y a un signal clair qu'il faut lancer aux Bruxellois, tant en termes de logement que de biodiversité, qu'en termes d'équipement collectif. Je pense qu'on ne peut pas laisser traîner ce dossier encore longtemps. C'est un dossier qui traîne depuis une dizaine d'années. On a acquis à l'époque ce terrain avec le soutien des écolos qui étaient au gouvernement parce qu'on voulait
y faire à ce moment-là du logement, de l'équipement collectif, des écoles, etc., etc. Donc tout le monde était conscient de ce dont on voulait faire. Et donc oui, nous voulons avancer et nous allons d'ailleurs le faire savoir dans les semaines à venir. Nous voulons que ce dossier puisse à un moment donné être attribué et qu'on puisse voir le processus d'ici la fin de la législature. Avant 2024. Oui. Ça, c'est sûr. Ça, c'est notre volonté à nous. C'est sûr, après, on n'est pas seul, je viens de le dire. Il faut un accord là-dessus. La désignation de la nouvelle patronne de Bruxelles Environnement, ça coince toujours. Vendredi, le point a été reporté à l'ordre du jour du gouvernement. C'est un bras de fer écolo-PS ou c'est plus compliqué? Bah oui, soyons honnêtes, c'est un bras de fer PS écolo. Et donc, nous considérons qu'une candidate qui est arrivée premier d'un examen d'un jury indépendant désigné à un moment donné pour pouvoir organiser ce type d'assessment, à l'heure actuelle, personne n'arrive encore à nous mettre sur la table pourquoi on ne désignerait pas quelqu'un qui est arrivé premier et qui a respecté toutes les conditions et tous les critères de l'assessment. Donc voilà, donc on est de par l'opposition au sein de l'administration. Ça vous met pas mal à l'aise de savoir qu'elle a des dossiers de harcèlement? Comment vous savez qu'elle a des dossiers de harcèlement? C'est ce qui est dit par des plaignants. Non, mais comment vous le savez? Moi, parce qu'ils me l'ont dit. Ah, ils vous l'ont dit. Il y a des preuves, il y a des plaintes là-dessus. Non, ils m'ont dit qu'ils avaient les dossiers donc, de harcèlement sur elle. Ce qu'on lui reproche aujourd'hui, c'est d'avoir utilisé l'argent de Sibelga pour pouvoir défendre son intérêt personnel, ce qui était une faute. Elle l'a reconnu, elle a démissionné, elle a remboursé la totalité de la somme qu'on lui reprochait. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. Après, est-ce que quelqu'un lui reproche des problèmes au niveau de son management? Que je sache, non. Voilà. Alors, ça, c'est la différence entre vous et nous. C'est que nous, on ne se base pas sur des infos, mais sur des faits. Donc, s'il y a des faits, qu'on nous les dépose. Les journalistes se basent aussi sur des faits. Dernière nouvelle. Si vous avez des faits en matière d'harcèlement, qu'on les mette sur la table. Ah, moi, j'ai pas de faits sur quoi que ce soit, mais on se base quand même sur des faits quand on travaille, ça, je vous l'assure. Il a des infos, pas des faits. Des témoignages. Alors, une info, c'est le président de Défi qui ferme la porte finalement à une alliance avec les engagés. Votre réaction, c'est quoi? En fait, c'est un historique qui avec des va et des vient. Et donc, j'entends effectivement que François de Smet ferme la porte lors des vœux de Défi mardi dernier. Pourtant, il y avait un groupe technique à la Fédération Wallonie-Bruxelles qui semblait plutôt bien fonctionner, qui était mené même avec une confiance importante entre les différents acteurs qui y étaient. Je constate aussi que les acteurs de Défi qui y étaient ont pris leurs responsabilités avec beaucoup de courage après, en démissionnant de leur poste. Donc, ce qui serait bien, c'est de savoir un peu quelle est la ligne aussi chez Défi, puisque visiblement, Olivier Minguin, qui était contre maintenant, a des contacts avec Didier Reynders. Donc, en fait, ce serait bien de voir un tout petit peu si l'expression de François de Smet est définitive, parce que c'est quand même aujourd'hui devenu presque une pièce de théâtre qui se joue en partie en coulisses. Alors que moi, je continue à être convaincue qu'il y a une nécessité d'un parti centriste qui soit pivot. J'ai entendu Rudy Vervoordt, en tout cas, dans l'interview qu'il a donnée toujours à la Livre, qu'il s'inquiétait d'une certaine manière de la question des engagés, sans quoi il aurait une majorité PS-MR incontournable qui n'avait pas l'air de le rendre terriblement heureux. Donc, je reste en tout cas convaincue, de la nécessité d'un parti du centre et de convergence possible avec Défi. Maintenant, on ne fait jamais le bonheur des uns et des autres contre celui de celles et ceux qui ne savent pas très bien ce qu'ils veulent. S'il y a une nécessité de clarification, considérons alors que François de Smet l'a fait mardi dernier et arrêtons de perdre du temps et que chacun avance. C'est un des échecs de son premier mandat de président, François de Smet. Il avait voulu ce groupe technique avec le CDH à l'époque, avant que vous deveniez les engagés. Ça a été torpillé par son prédécesseur Olivier Minguin. Donc c'est son échec personnel. Il l'a voulu, il n'a pas su l'imposer à l'intérieur de son parti, parce qu'à l'époque, le parti de Mme Frémaux n'était pas contre, mais c'était Défi qui était demandeur à ce moment-là. Donc là, ici, on est clairement dans un positionnement interne. Après, voilà, les calculs, le timing, le temps qu'il reste pour imposer ce parti jusqu'aux élections. Est-ce que ça devrait être des formes de cartel, tout ça, c'est encore autre chose. Mais le temps est compté, parce qu'à un moment donné, les élections arriveront. Et je pense que ça avait été dit dans le soir assez justement. Il restait en gros quelques mois là-dessus, ça n'a pas dû aider. Mais au départ, Défi et son président étaient demandeurs.
Saga n'est pas terminé. Brièvement, Céline Frémaux. Mais brièvement, il y a un renouvellement chez nous qui est important depuis le manifeste, depuis le changement de nom, avec toute une série de nouveaux visages qui sont là. On ne va pas attendre éternellement de savoir si des filles, l'un et l'autre, ont envie de venir travailler une force centriste. Je veux dire, nous, on avance aussi. Bien, ben nous, on va avancer dans l'émission avec la rubrique « Ça m'énerve, ça me ravit ». Je vous propose 5 phrases qui font écho à de l'actualité de la semaine et vous en choisissez chacun une. La première, c'est des CV anonymes chez Accent. La deuxième, c'est le projet d'ordonnance sur le contrôle des ASBL communales qui a été validé en commission. Les pompiers qui manifestaient, en tout cas via leur syndicat, le SLFP. Un projet de parc aquatique à la gare de l'Ouest. Il y a une étude de faisabilité qui a démarré. Ou alors l'œuvre d'un déporté juif exposée au Parlement européen. Ridwan Chait. Je commence par ce qui me ravit ou... Vous en choisissez une, soit qui vous ravit, soit qui vous énerve. Eh ben, ce qui me ravit, ce sont les CV anonymes chez Accent. Donc le but, c'est de lutter contre Les une discrimination. Ça, c'est quelque chose... Je trouve ça assez positif. C'est le privé qui avance. Oui, alors que le public ne l'a pas encore fait. C'est ce que vous vouliez dire. Moi, je n'ai rien dit. Céline Frémaux, qu'est-ce que vous choisissez? Ça me ravit l'œuvre d'un déporté au Parlement européen, parce qu'il y a un travail important qui est celui du devoir de mémoire. Ouais, vendredi, c'était parce que vendredi, c'est la journée We Remember, parce qu'avec ma collègue Bianca Debatz, depuis maintenant 1 an et demi, on organise des soirées devoir de mémoire au Parlement bruxellois avec des personnalités comme Simon Gronowski, parce que je pense qu'on est peut-être aussi encore... la dernière génération qui avons grandi, c'est mon cas en tout cas, avec des grands-parents qui racontaient ce qu'était la guerre. J'essaie d'enseigner ça le plus possible à mes enfants pour qu'ils ne perdent jamais le souvenir des atrocités, parce que ça se situe aussi sur les combats qui doivent encore être les nôtres en termes de démocratie, la vigilance quand on est dans un pays à tellement peu de kilomètres d'une guerre qui se joue sur le territoire européen. Et donc le devoir de mémoire est une cause et en tout cas une thématique qui me mobilise énormément, et toute chose qui est faite est indispensable. Alors, rubrique suivante, c'est celle des têtes d'affiche. À chacun successivement, je vais présenter 4 personnes qui ont marqué l'actualité de la semaine. On commence avec vous, Ridwan Chait. Il y a Stromae qui vient de recevoir 3 trophées d'EMIA, qui sont ses prix musicaux flamands délivrés jeudi. Il y a le parquet qui demande le renvoi en correctionnel de Roger Van Onstock et Herman Van Olsbeek pour le dossier de la vente du RSCA. Cécile Jodogne qui n'exclut plus l'évacuation de l'occupation rue des Palais. Et Catherine Moreau qui, pour la 2e fois, a vu son conseil communal à Molenbeek annulé. Je vais choisir ma collègue Cécile Jodogne. Expliquez-nous pourquoi. Bon, d'abord parce que je salue vraiment le travail qu'elle est en train de faire à Schaerbeek, notamment sur la rue des Palais et le squat. Elle est vraiment au charbon du matin au soir. On le voit puisqu'on est dans la même zone de police et que je vois les mails qui circulent, en tout cas au niveau de la zone de police. Et je voudrais dire qu'elle n'a pas assez de soutien, notamment du fédéral. C'est un peu dommage. Je pense que pour une femme qui est tellement engagée sur ces questions humanitaires, on devrait profiter de l'occasion d'avoir une bourgmestre comme elle pour la soutenir dans ces combats-là. Voilà. La région, est-ce qu'on a bien fait de laisser cette occupation se développer? La région était intervenue là-dedans en disant c'est mieux de les laisser là qu'à la rue, puis finalement c'est devenu quelque chose d'assez ingérable. C'est-à-dire que la région s'est dit on va les laisser là en se disant il y aura un soutien du fédéral pour pouvoir aussi traiter les dossiers des gens et pouvoir les écouter, pouvoir entendre leur situation personnelle. Ça ne s'est pas fait, la situation s'est dégradée. J'ai envie de dire heureusement qu'il y a encore des associations de terrain qui sont là, qui sont présentes à côté de ces gens. Et donc, j'ai envie de dire que là, il y a une catastrophe qui est en train de se dérouler, je dirais, au sein de la capitale de l'Europe. Et on est impuissant. Si on le vide, il faut trouver une solution. On ne peut pas juste dire aux gens, on va le vider. Près de 1000 personnes, c'est une catastrophe humanitaire. Donc voilà, effectivement, on ne peut pas juste dire, on va fermer, on va prendre un arrêté, et on fait quoi de ces personnes? Ça, c'est la question. Que fait-on de ces gens? On ne leur donne aucune perspective, on ne répond pas à leur dossier. Je veux dire, c'est pas une solution non plus. Ouais. Maintenant, on sait globalement ce sont des demandeurs d'asile, alors qu'à un moment, on disait qu'il y avait vraiment un plus grand mix. Michel Gaillard, sur cette question. D'abord, un constat. La politique migratoire, Ridwan Chait parle de catastrophe, moi je parle d'État défaillant. C'est-à-dire qu'il y a un État qui est condamné, pas une fois, 2 fois, 3 fois, un paquet de fois pour non-respect d'un engagement qu'il a pris.
La Belgique a signé une charte internationale dans laquelle elle s'engageait à confier à ces personnes un logement. Le logement, c'est pas une maison aux 4 façades, hein. C'est un logement, un toit, un endroit, ça pourrait être une caserne aménagée. On ne parvient pas à le faire. Et on est condamné pour ça des dizaines, des centaines de fois, et on n'a pas de perspective de solution. Et donc, c'est la preuve d'un État qui est défaillant. Ce n'est pas la première fois dans des dossiers d'asile que l'État déraille complètement. Alors ici, on voit aussi... on a vu plus tôt dans l'émission que les communes peuvent être un recours de citoyens, parce qu'elles peuvent attirer l'attention de la région, en disant attention, le règlement que vous prévoyez, en l'occurrence en matière d'urbanisme, il n'est pas bon. Mais ici, on voit qu'entre la commune, en l'occurrence de Schaerbeek, la zone de police, qui est multicommune, la région et l'État fédéral, on n'arrive pas à se parler. Deuxième fois que l'État est défaillant. On a pensé une structure étatique en Belgique qui ne fonctionne pas. On n'arrive apparemment pas à se parler. Et ça, c'est récurrent. Et et surtout sur ces questions migratoires, c'est donc bien qu'il y a une volonté politique à un niveau, à mon avis plutôt le fédéral, de ne pas régler cette question-là. Et alors, troisièmement, vous avez posé la question de l'évacuation. Redouane Chahid dit, mais on les évacue pour faire quoi ? Qui pourrait trouver la solution ? Moi, je vous le donne en mille. Hein. Qu'est-ce qui va se passer ? On va devoir... Mais après crise, quand il y aura un mort dans un incendie, il y a déjà eu un incendie, il y a eu des blessés, quand il y aura un mort, à un moment donné, on va devoir réappeler la Croix-Rouge, sans doute l'armée, et à ce moment-là, trouver un subside via machin bidule, parce que personne, pour des raisons politiques, ne voudra se mouiller dans le dossier, et retrouver, comme on l'a fait au moment de la crise du parc Maximilien, une solution qui sera peut-être plus durable, mais ça ira de crise en crise, et je pense, moi, que ce sera... le fédéral sera contraint de bouger, parce qu'à un moment donné, la pression viendra d'un mort, de quelque chose de physiquement grave. Ce sera la démonstration d'un État défaillant. Il y a déjà eu un mort, la Croix-Rouge est sur place, et donc elle ne peut plus rentrer parce que la sécurité n'est plus garantie. Donc, et c'est pas pour revenir sur le fait que la Libre a fait un dossier, mais il y a un dossier assez interpellant qui a été publié sur quelques jours, où deux de mes collègues ont pu rentrer sur place et rester pour voir pendant quelques jours comment ça se passe. C'est assez... on ne se rend pas compte qu'on est au cœur de Bruxelles, c'est assez interpellant. Vous mettez un pied là-dedans, ça pue la pisse. Mais non, mais on chope une maladie. Quoi. Ouais, moi, j'y suis allé en tournage, on avait des gants, des masques, et les infirmiers de la Croix-Rouge nous ont dit donc, ne touchez rien dedans. Voilà, ils ne peuvent pas rentrer parce qu'au niveau de la sécurité, ce n'est pas garanti. Au niveau de l'hygiène, il y a des maladies qu'on ne connaissait plus en Belgique depuis je ne sais combien de temps. Donc, il y a un vrai problème. Alors, je reviens à ce que vous disiez au début, c'est-à-dire qu'on s'interroge par rapport au FUSE, et c'est vrai, vous avez raison, alors qu'il y a une catastrophe humanitaire. Alors, c'est bien de s'intéresser à tout ce qui se passe autour, mais moi, je suis vraiment interpellée sur ce qui se passe au niveau humain, humanitaire, sécuritaire, et tous les termes que vous voulez, possibles et imaginables. On est à Bruxelles, il y a 1000 personnes, et la question que certains se posent, c'est s'ils sortent, ils vont où ? Ils vont dehors dans des conditions glaciales. Il y a un problème, il y a vraiment un problème de gestion. Comment on en est arrivé là ? C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Il y a eu l'église du Béguinage, je ne sais pas combien de fois. Il y a eu d'autres squats. Là, c'est le plus grand squat du pays. Franchement, c'est interpellant et je pense que c'est même honteux que ce soit pour le politique et même pour tout le monde finalement. C'est un problème c'est honteux pour tout le monde en fait. On en passe aux têtes d'affiche pour vous, Céline Frémaux. Alors, on a Fatima Zibou qui est nommée à la tête du projet Culture. On a Peter Verbeek, directeur général d'Anderlecht, qui quitte le club. Hamza Boukari et Youssouf Yildiz qui sont engagés mais qui siègent désormais comme indépendants à Schaerbeek. Et puis Denis Delforge, le patron qui menace de claquer la porte de Brussels Expo avec son numéro 2. Qui est-ce que vous choisissez ? Je vais choisir Fatima Zibou. Parce que c'est une femme, je dirais, de talents multiples. Elle a été engagée maintenant depuis plus d'une dizaine d'années. En tout cas, moi, je l'ai rencontrée au moment où j'étais ministre en charge de l'emploi et de l'économie, à faire bouger toute une série de dossiers qui sont importants, de lutte contre la discrimination. Elle a travaillé aussi... sur le rassemblement de toutes ces femmes à Bruxelles, issues de cultures variées, avec des parcours qui sont intéressants. Et donc je trouve que le fait qu'elle puisse accéder à cette fonction et à s'impliquer sur justement Bruxelles dans ses visages les plus divers par rapport à 2030, je trouve ça une excellente nouvelle pour la région. Très bien. Eh bien,
On va vous faire réagir tout de suite sur une autre image qui est celle de ce prix qui a été remis au comité de soutien. Attendez, je ne retrouve plus où j'en suis, mais au comité de soutien. Donc c'était au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, suite à la manifestation en soutien à Van de Castel qui avait eu dimanche. Il y a eu ce prix qui a été remis au Parlement de la Fédération. Il y a un gros suivi politique enfin, derrière cette affaire. Qu'est-ce qu'on peut faire encore ? Si vous m'interrogez à titre personnel, je pense qu'il faut d'abord une stratégie cohérente du gouvernement fédéral. On a entendu beaucoup de propos qui n'étaient pas tout à fait alignés. Le ministre Van Quickenborne de la Justice extrêmement ambitieux, considérant qu'il fallait se bouger, il fallait y aller. Puis on a le ministre des Affaires étrangères, Adjel Habib, qui dit « j'ai un job difficile ». Oui, mais enfin bon, quand on est ministre des Affaires étrangères avec effectivement un détenu à Téhéran, et ce n'est pas le seul job difficile qu'elle a, ou en tout cas dossier difficile comme ministre des Affaires étrangères, à un certain moment, je pense qu'il faut tout mettre en œuvre. Et tout mettre en œuvre, c'est pas qu'évidemment ici. Il y a eu une réunion des ministres des Affaires étrangères européens cette semaine. On sait qu'il y a d'autres otages, d'autres nationalités européennes qui sont détenues à Téhéran, la prison d'Evrine. Donc il faut sincèrement actionner une diplomatie aussi européenne. Mais par contre, je pense qu'il est fondamental qu'elle se rende à Téhéran. Elle peut être accompagnée du Premier ministre, du ministre de la Justice, mais qu'elle envoie ce signal-là. Qu'elle l'envoie aux autorités iraniennes, mais qu'elle l'envoie aussi à l'égard d'Olivier Van de Castel, qui doit savoir que sa ministre s'est déplacée parce qu'elle est soucieuse de son cas, parce que le 24 février 2023, c'est-à-dire dans quelques semaines, ça fera 1 an, qu'il est emprisonné au terme d'un procès arbitraire contraire en tout point au respect des droits humains. Est-ce que la Belgique peut céder sur le... Parce qu'on sait très bien que ce que l'Iran demande en prenant en otage le premier Belge qu'ils ont trouvé, et dont ils sont très contents que ce soit médiatisé, est-ce que la Belgique doit céder sur ce traité que l'Iran veut signer avec la Belgique pour récupérer finalement et les libérer une fois sur son territoire des personnes qui ont été condamnées chez nous? Je ne sais pas si elle doit céder, mais en tout cas la Belgique doit faire en sorte que ses alliés qui ont un poids auprès de l'Iran puissent pouvoir jouer un rapport de force sur cette question-là. Je pense que si on ne peut pas dire que les droits de l'homme c'est important pour nous, qu'on se bat sur un certain nombre de thèmes, de valeurs, et ne pas mettre tout ce qu'on peut, tous nos poids sur la balance pour pouvoir faire libérer Olivier Van de Castel. Et je pense d'ailleurs, moi, contrairement à d'autres, même si on me dit que c'est peut-être risqué, moi je crois que la ministre des Affaires étrangères doit se rendre sur place et qu'elle doit ne fût-ce que ce rapport de force, c'est aussi se rendre sur place, montrer qu'on est capable d'aller sur place, négocier avec ce régime-là et expliquer pourquoi c'est important pour nous de le faire libérer. Voilà. Donc, je pense que et il faut pouvoir demander aux Français, aux Allemands, aux Italiens de se réunir avec nous parce qu'en fait, au fond, derrière la libération de cet homme, c'est surtout la question des droits de l'homme auxquels nous tenons tous qui sont remis en jeu et en question. Et donc, c'est important. Alors, il nous reste que quelques minutes, on n'aura pas le temps de voir le dernier reportage, mais j'avais envie de vous faire réagir sur cette information qu'il y a 11 personnes qui assignent l'État belge en justice, ainsi que la zone de police Bruxelles XL et Philippe Claus, pour violences policières lors d'une manifestation en 2021. Vous vous souvenez, il y a une série de jeunes qui avaient été emmenés et il y a eu plusieurs plaintes par rapport à ça. Ce qui est mis en cause, ce sont les violences de certains policiers, mais aussi les techniques, la façon dont la police a géré ces manifestations. Est-ce qu'il faut revoir cela, Ridwan Chahid ? Alors, il faut peut-être adapter les modes d'intervention des policiers, même si, faut quand même le dire, nos policiers ont un métier très difficile ces dernières années, surtout depuis le Covid. Donc oui, il faut peut-être travailler là-dessus. Dans ma zone de police, on a de plus en plus de contacts avec le Québec, qui lui a une approche très différente en matière de gestion de manifestations. Et donc, on essaye de s'en inspirer pour faire en sorte que si vous voulez, la manifestation n'arrive pas jusqu'au débordement qu'on peut connaître. Après, on a fait le choix, nous, dans notre zone de police, de développer des bodycams, de façon à ce qu'on puisse avoir un enregistrement de chaque intervention qui pourra nous permettre d'objectiver s'il y a eu violence ou pas. Je pense que ça, c'est important. Après, il faut évidemment laisser les enquêtes se faire. Et surtout, moi, ce que je regrette à chaque fois, c'est que les enquêtes sont parfois très longues. Moi, je pense que les enquêtes doivent franchement être circoncis pour que les gens sachent réellement à quoi ils sont tenus quand ce genre d'enquête interne ou du parquet sont mis en là, en l'occurrence, il y a une des pratiques qui est remise en cause, parce que le sujet, je le connais très très bien, c'est la NES, et donc qui est une privation de liberté
a priori, alors que la base légale n'existe pas. Une privation de liberté, une détention préventive, c'est quelque chose de clairement balisé. Et donc, quand on est enfermé dans une NAS, on ne peut pas en sortir parce c'est interdit. Donc, il y a toute une question juridique aussi qui se pose et qui est remise en question par les 11 plaignants. Je les ai rencontrés, donc je sais j'étais à la manifestation en 2 ans et j'ai parlé à ces plaignants. C'est un vrai traumatisme de se retrouver à manifester contre des abus policiers et se retrouver dans de telles conditions. Et l'autre pratique qui est dénoncée, c'est le fait que certains lieux de détention ne sont pas surveillés et on remet encore c'était en l'occurrence la caserne d'Etterbeek, donc il se passe un peu tout et n'importe quoi et il n'y a pas de possibilité de contrôler ce qui est fait à l'intérieur de ce lieu de détention, et c'est ce qui a été pointé du doigt par ces 11 plaignants, mais c'est quelque chose de beaucoup plus global. La NAS, c'est pas que à ce moment-là, c'est dans plusieurs manifs, et des lieux de détention non surveillés, c'est pas que là, c'est dans d'autres lieux malheureusement, et donc c'est pas votre zone de police ou peu importe, c'est un problème beaucoup plus général qui a été pointé du doigt par ces 11 plaignants et par la Ligue des droits de l'homme. Qu'il faudrait peut-être revoir. Michel Gaillard, rapidement. D'abord, c'est toujours compliqué et parfois même malaisant pour un journaliste de traiter ce genre de cas parce qu'on a la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et c'est systématique. Moi, j'ai eu plusieurs fois dans ma carrière de journaliste des manifestations qui tournent mal, où il y a des violences que j'ai couvertes. Et j'ai parfois vu des gens physiquement chercher les policiers, leur jeter sur le visage tout ce qui leur passe sous la main, des pavés, des choses vraiment dangereuses. Et le lendemain, les mêmes, celui que vous avez vu prendre un pavé, le jeter à la tête d'un flic, est dans un journal en disant mais je faisais rien, je passais par là et on m'a tapé dessus. Je l'ai vu de mes yeux et pas qu'une fois. Ici, ce qui m'interpelle dans cette affaire, et c'est la question que je pose aux politiques, les plaignants s'en prennent au bourgmestre. Alors je pose la question, est-ce qu'un bourgmestre, est-ce qu'un élu local qui a une tutelle sur la police a les moyens de protéger, d'éviter des dérapages dans des manifestations, ou est-ce qu'il tape à côté? Mais on va laisser Céline Frémaux répondre sur cette question-là parce qu'il reste 30 secondes. C'est parce que je risque que je sais tout. Je crois réellement qu'il faut aujourd'hui reconnaître que les faits de violence policière, ils existent. Le Parlement bruxellois, Ridouane le sait, s'est penché d'ailleurs sur une résolution entre les rapports police-citoyens. Et je crois qu'il est impératif que la lumière soit faite sur les incidents qui ont été pointés. Vous le décrivez de façon juste. Maintenant, ça remet aussi la lumière, permettez-moi, sur toute une série d'impératifs par rapport à Bruxelles, capitale de l'Europe, capitale du pays, sur la nécessité du renforcement du nombre de policiers sur le terrain, la révision de cette fameuse norme KEL, plus d'agents bruxellois qui connaissent le terrain, la question des bodycams. Je crois qu'en fait, il faut aussi réinstaurer un climat de confiance parce qu'en fait, on est sur des populations en tension et les dérapages en ce moment interviennent. Et ça revient en fait à ce qu'on appelle le pouvoir régalien, j'aime pas ces grands termes de juristes, mais qui disent bien aussi ce qui est indispensable dans un état de droit pour éviter un certain moment que des citoyens se retrouvent dans une situation où on oppose en fait toutes celles et ceux qui en fait sont tenants et garants de nos droits et libertés, la police d'une part, et puis les citoyens avec le droit de manifester la liberté d'expression. On a travaillé sur un texte au niveau du Parlement bruxellois. Je pense que ceci est aussi l'occasion de réenclencher l'évaluation de ce qui a été initié en 2020 au niveau du Parlement bruxellois, majorité opposition. Et bien voilà, au travail alors. Je vous remercie en tout cas d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure, au même endroit.